Seigneur, nous sommes réunis à l'occasion d'un témoignage. Terry a la chance de pouvoir relater ce qu'elle garde enfoui depuis si longtemps et qu'elle va enfin pouvoir libérer. Je fais des cauchemars de Russell. Des cauchemars très réalistes, où il essaye de m'étrangler et de venir sur moi. Nous remercions le Seigneur de nous faire grâce de la présence de l'Esprit Saint. Jeff est un homme de Dieu. Il me donne de la force. Il m'aide à me souvenir. Que ta grâce emplisse ce lieu et qu'elle bénisse le témoignage de Terry. Au nom de Jésus. Amen. Quand je prie, je suis moins angoissée. Personne ne comprend ce que je ressens et ce que j'ai vécu. J'étais une prisonnière. Je souffre de troubles mentaux. Et c'est à cause de Russell. Avant lui, j'étais saine d'esprit. Il m'a privée de ça. Aujourd'hui, je n'existe plus, ni émotionnellement, ni mentalement. J'ai tout perdu. Je me suis perdue moi-même. Je ne suis plus rien. C'est là que j'ai appris que c'était un monstre. C'était ça ma vie. Des lambeaux. Prétendre que tout allait bien. Quand je vois son visage, ça réactive des souvenirs de tout ce qu'il m'a fait. Parfois, on me demande pourquoi je ne passe pas à autre chose. Personne ne comprend pourquoi je n'y arrive pas. Quand je le vois, tout me revient en mémoire. J'ai rencontré Russell en 1987, lorsque je travaillais dans un cabinet médical. Excusez-moi. Russell est venu se faire retirer un tatouage. Il me disait que j'étais jolie. Il me faisait me sentir spéciale. Il me faisait me sentir bien. Je venais d'une famille difficile. C'était compliqué. La première fois que j'ai vu Russell, je l'ai trouvé très séduisant. Il était bien habillé. Il avait les cheveux bien coupés, bien coiffés. Il m'a invité à sortir avec lui. Vous êtes libre ce week-end? J'ai accepté et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Il me tenait la porte, il m'offrait des fleurs. Je me disais qu'il pourrait prendre soin de moi. Je pensais que Russell serait mon sauveur. Appelez-moi. Je ne savais pas que derrière ces beaux yeux bleus, il y avait le mal. Lors de notre premier rendez-vous, on se promenait.
et quelqu'un m'a mis la main aux fesses. Et je l'ai dit à Russell. Et là, Russell s'est retourné et il l'a mis KO. Ensuite, il a demandé à son ami si lui aussi voulait se retrouver KO. Il lui a répondu qu'il n'avait rien fait. Il disait qu'il m'aimait et qu'il avait voulu me protéger. Je ne savais pas quoi penser du fait que Russell ait perdu son sang-froid comme ça. C'était choquant. Ça m'a fait peur. Ça aurait dû m'interpeller. Mais j'étais bête. Je ne voulais pas le voir. Je ne voyais que les sentiments qu'il avait pour moi. Alors, j'ai laissé faire, parce que je ne voulais pas le perdre. Je pensais avoir trouvé mon partenaire, mais par la suite, ça n'a fait que s'aggraver. Il m'a convaincue d'aller vivre avec lui dans sa petite maison. À partir de là, tout est allé de travers. Oui, tout va bien. Lorsque ma famille m'appelait, Russell leur disait que je ne voulais pas leur parler ou que je ne pouvais pas. Arrêtez de l'appeler. Russell ne voulait pas entendre parler de ma famille. Mes parents ne l'appréciaient pas du tout. Il ne les aimait pas non plus. Russell pensait qu'il voulait me contrôler. Russell me voulait pour lui tout seul, sans personne. Un jour, en rentrant, il m'a dit qu'il avait rempli les papiers pour qu'on se marie. J'ai les papiers pour qu'on se marie. On en a déjà parlé. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à me marier. Il m'a répondu que les papiers étaient valables 30 jours. Il m'a mis la pression. Tu veux te marier ou pas? Il faut savoir. Il disait que c'était maintenant ou jamais. C'est à cette période que j'ai appris que j'étais enceinte. Attends, j'ai grandi dans une famille catholique. Je peux regarder? Je me suis sentie acculée. Vu la situation, la seule option, c'est le mariage. Alors j'ai accepté de me marier parce qu'on allait avoir un enfant. Mais les seules personnes à avoir été invitées au mariage, c'étaient ses parents à lui. Ma famille ne savait même pas que j'allais me marier, parce que je n'avais pas le droit de leur parler. Russell me considérait comme sa propriété. Je pensais que Russell changerait une fois qu'il aurait des enfants. Moi, je voulais juste être aimée. Mais à partir de là, ça a été un véritable enfer. Mon plus grand regret, c'est de l'avoir épousé. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'ai signé ces papiers. C'était notre premier dîner de Thanksgiving en famille. Je voulais que tout soit parfait, pour moi et pour lui. J'avais allumé des bougies et j'avais sorti de belles assiettes et des cuillères en argent. Je lui ai demandé si c'était bon. Il m'a dit, on dirait la cantine d'une prison. Tu n'es même pas capable de préparer un bon repas.
Ça m'a fait beaucoup de peine. Il critiquait tout. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. J'étais en colère. Au début, je me suis dit que s'il n'en voulait pas, j'allais tout jeter. Et c'est ce que j'ai fait. Il a pris la voiture et il est parti. Plus tard, je me suis demandé comment ça avait pu lui rappeler la cantine d'une prison. Depuis, j'ai compris qu'il avait dû faire un séjour en prison avant, pour que ma cuisine lui rappelle un repas de détenu. Si j'avais su qu'il avait déjà été en prison, je l'aurais quitté. J'aurais dû partir, mais je suis restée. Quand j'y repense, je me demande pourquoi je ne suis pas partie. C'était l'occasion parfaite, mais je ne l'ai pas saisie. C'est une photo de mon mari Russell, moi et notre fille. C'est une belle photo. Je me souviens de quand j'ai eu ma fille, juste avant qu'il parte. J'avais dit à tout le monde que c'était une fille. C'est bizarre, on dirait un père aimant. C'était encore un mensonge. Notre mariage était voué à l'échec. À ce moment-là, j'ignorais que ma vie allait se transformer en cauchemar. Tout a volé en éclats. Sur cette photo, il y a un monstre qui ne s'est pas encore révélé. Je voulais juste être aimée, c'est tout. C'est tout ce que je voulais. Je voulais que quelqu'un m'aime, c'est tout. Je suis désolée. Russell avait un côté sombre, mais je ne le savais pas. C'était sexuel avec Russell. Il fallait qu'il ait des rapports sexuels quand il l'avait décidé. Un soir, en rentrant à la maison, il était tout mielleux et très tactile. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. J'ai un petit cadeau. Je lui ai demandé ce que c'était et c'est là qu'il a sorti les menottes. Non ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il ne voulait rien savoir. Si je lui disais non, il me faisait du mal. C'était plus simple de faire ce qu'il voulait, plutôt que de résister. Il m'a passé les menottes au poignet et il m'a attaché au barreau du lit. Il était très agressif. Je voulais qu'il arrête. Mais je n'arrivais pas à le repousser. J'étais allongée sur le lit et j'avais peur des répercussions si je lui disais non. J'avais l'impression de disparaître. Je n'existais plus. J'étais comme un morceau de viande. J'ai regardé Russell dans les yeux et j'ai vu qu'il était satisfait. Il avait eu ce qu'il voulait.
c'est non, qu'on soit marié ou pas. Un viol, c'est un viol. Quand on dit non ou arrête, ça veut dire ce que ça veut dire. On se sent sale, on prend une douche, on se frotte jusqu'à s'arracher la peau. Je me suis frottée à m'en faire saigner. Je voulais effacer cette horreur de mon esprit. Un soir, il m'a emmenée dans une boîte de striptease. Il voulait que je voie les filles danser. Et quand on est rentré, ça a été à moi de lui faire un spectacle. On n'avait pas de bar dans la chambre, alors ce n'était pas du pole dance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça bizarre. J'étais la seule femme dans la boîte, hormis les danseuses. Je ne sais pas s'il voulait m'enseigner quelque chose pour que je l'excite ou pour que je sache comment lui faire plaisir. Ça me dégoûte. C'est répugnant. C'est sa maison. Mais cette photo, non. Je n'en veux pas. Cette maison me rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est là que je me suis fait torturer, violer. J'ai honte de moi. Russell, c'est toi qui m'as fait ça. Et je n'oublierai jamais ce que ça m'a fait d'être utilisée. Je ne méritais pas ça. Je suis désolée. Je voudrais juste que ça s'arrête. Russell dépensait tout l'argent qu'on avait, et même l'argent qu'on n'avait pas, pour acheter de la drogue. On est fauchés, tu comprends? Il m'a volé des bijoux auxquels je tenais beaucoup. Il m'a pris un cœur en diamant que mes parents m'avaient offert pour mes 16 ans. Et il l'a mis en gage. Il m'a aussi pris un collier, ma chevalière, ma bague en diamant et mes boucles d'oreilles en diamant pour les mettre au clou et s'acheter de la drogue. J'ai tout fait pour qu'il aille en cure de désintoxication. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il se fasse soigner s'il voulait rester dans cette famille. Mais il m'a dit que je parlais trop, que ce n'était pas mes affaires et que je ferais mieux de la boucler. Ça suffit! Alors, il m'a attrapée par la gorge et il m'a soulevée du sol. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée par terre. En me réveillant, je l'ai vu devant moi. Il répétait « Je t'avais dit de te taire. » Tu n'écoutes jamais rien. J'ai compris que ce n'était pas acceptable et que je devais partir. J'ai pris ma fille avec moi et je suis allée chez mes parents qui m'ont dit « On t'avait prévenu. »
J'étais hors de moi. Comment j'avais pu en arriver là? J'ai demandé à Dieu ce que j'avais fait. L'amour n'est pas censé faire souffrir. Russell partait souvent sans me dire pourquoi, où, ni combien de temps. Il s'absentait un jour ou deux. La police a appelé à la maison. Ils m'ont dit que Russell s'était fait arrêter avec de la drogue et des prostituées et qu'il lui avait accordé une libération conditionnelle. Russell me disait que ce n'était pas vrai et que la police avait menti. Une fois sorti de prison, il m'offrait des babioles, des bracelets, des agendas. Lorsqu'il m'offrait des cadeaux, il me disait « Tiens, j'ai trouvé ça pour toi ». Mais c'étaient des objets qui avaient déjà été utilisés. Je savais qu'il les avait volés et qu'il ne les avait pas achetés. Je pense que Russell volait ces objets dans des sacs de femmes. J'avais la sensation que ma vie s'effondrait, jour après jour, à chaque fois qu'il mentait. En sachant ce que je sais aujourd'hui, peut-être qu'il avait déjà commencé à violer et à tuer des femmes. Il a fait plusieurs séjours en prison. J'aurais pu en profiter pour partir, mais je ne l'ai pas fait. Financièrement, c'était impossible et je croyais qu'il m'aimait. Mais je me mentais à moi-même. Parce que j'avais désespérément besoin d'être aimée et d'être avec quelqu'un. Mais je me suis jetée dans la gueule du loup et il m'a dévorée. Un jour, Russell m'a dit de m'habiller, puis de me déshabiller. Et il m'a prise en photo. C'était humiliant que l'homme que j'aimais puisse faire une chose pareille. Il me traitait comme une prostituée. Pendant qu'il me prenait en photo, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas, mais j'entendais l'appareil photo. Il me disait « Oui, voilà, comme ça, c'est bien ». Il me disait que j'étais jolie et que j'étais spéciale. Il me disait de sourire et je souriais. Tourne-toi. Je me sentais sale, honteuse, moche, et je me dégoûtais. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Russell m'humiliait souvent, mais les photos racontaient une histoire. Prends l'air heureux. Un jour, j'étais à la maison et Russell m'a appelé. Il m'a dit qu'il était en prison et il voulait que je vienne payer sa caution. Je pensais que c'était lié à la drogue ou à la prostitution. Et comme une idiote, je suis allée le chercher.
J'ai découvert qu'il était accusé de tentative de viol et d'enlèvement. Russell était allé travailler. Il était soudeur. Il a croisé une fille en panne au bord de la route. Il s'est arrêté pour l'aider. Il l'a prise dans sa voiture et il a essayé de la violer. Il n'est pas allé très loin parce que 2 hommes sont intervenus et ont empêché cette fille de se faire violer et enlever. Je lui en voulais. Il me dégoûtait. J'avais envie d'aller voir le juge et de lui demander de le garder pour que je puisse m'enfuir. Le juge lui a accordé une libération conditionnelle. J'ai trouvé ça révoltant. Quand j'ai ramené Russell après l'avoir sorti de prison, la vie a repris comme avant. Russell emmenait souvent ma fille en voiture, tard le soir. Il partait pendant 2 heures. Je restais debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin en attendant qu'il rentre. J'ai eu beaucoup d'occasions de le quitter. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. J'imagine que je ne voulais pas être seule. À cette époque, j'étais enceinte de notre 2e enfant. J'avais 2 enfants sous ma responsabilité. Je voulais que mes enfants restent auprès de moi. Lorsque mon fils est venu au monde, Russell et moi étions fous de joie. Mais ensuite, il m'a accusé d'avoir une liaison avec mon patron, ce qui était faux. Je sais que tu couches avec lui. Je ne pouvais aller nulle part sans son autorisation. Je devais lui dire où j'étais, quand, pourquoi et avec qui. Comment je pourrais faire ça ? J'étais son otage. Russell avait une arme dans la maison et il faisait en sorte que je sache où elle était. Russell m'avait dit que si je le quittais, il nous traquerait. J'avais trop peur pour partir. Je me sentais enfermée dans mon esprit et dans mon corps. Russell voulait me prouver qu'il avait du pouvoir. Il a tenu à me montrer comment tuer quelqu'un. Il a sorti un couteau de taille moyenne avec une lame plate. Et il m'a dit « Voilà ce que je veux que tu fasses s'il t'arrive quelque chose. » Il l'a approché de mon ventre et il m'a dit « Enfonce la lame et remonte-la pour déchirer l'intérieur du cœur et de la poitrine. » Voilà ce qu'il m'a dit. Tu as compris? Je me suis demandé s'il avait déjà fait ça à quelqu'un. Ça m'a fait peur. Je me demandais s'il serait capable de me faire la même chose. Un jour, pendant que Russell était en prison, j'ai déménagé dans un tout petit appartement avec mes 2 enfants. Loin de Russell, je me sentais enfin libre. C'était agréable. Je pouvais enfin respirer. Mais je savais qu'il me retrouverait.
Et il m'a retrouvée. Tu as couru depuis l'école? Un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert un mot sur ma porte, écrit sur une feuille jaune. Ça venait de Russell. Il disait que j'étais une mauvaise mère, que j'étais défaillante et qu'il allait me dénoncer aux services sociaux. Tu ne verras plus jamais les enfants. Lorsque j'ai vu ce mot, j'ai eu peur. Il savait où j'habitais. Ça va, maman? Oui. Allez-y. Je ne sais pas comment Russell a fait pour me retrouver, mais il était réapparu. Il était toujours derrière moi. Je ne pouvais pas lui échapper. Quand je pense à lui, ça m'effraie. Je l'entendais appeler ma fille. Jennifer, ma chérie, tu es là? Ça m'angoissait beaucoup. Je ne savais plus quoi faire. Il m'est arrivé de penser au suicide parce que je n'en pouvais plus. Je me scarifiais. Je me tailladais les poignets. Je me suis ouvert la jambe. Je m'auto-mutilais pour soulager mon anxiété. Je ne me sens pas bien, mais je ne veux pas pleurer. Ça ne va pas. Terry, regardez-moi. Je suis là. Vous ne faites rien de mal. Tout va bien. Je vous le promets. À une époque, Russell s'est mis à disparaître. Il était souvent en prison à cause de la drogue et de la prostitution. Quand il était derrière les barreaux, je me sentais plus en sécurité. On était en décembre. J'avais rendez-vous avec un avocat pour divorcer. Un agent lui a apporté les papiers en prison. Divorcer de Russell était le plus beau cadeau de Noël dont je puisse rêver. Je pensais que j'en aurais enfin terminé avec lui. Je vérifiais régulièrement sur mon téléphone et mon ordinateur où il en était, pour m'assurer qu'il était encore en prison. Mais en 2012, quand Russell est sorti de prison, il est allé me chercher chez mon père. Mon père m'a appelé pour me dire que mon ex-mari Russell était venu chez lui pour me voir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a demandé s'il savait où j'habitais. Mon père lui a dit que non et qu'il m'avait fait du mal. Russell a dit « Je suis désolée, est-ce que je peux la voir ?» Mon père a dit non. Mon père m'a expliqué que Russell n'était pas dans son état normal et qu'il ne voulait pas qu'il vienne me voir. Je savais qu'il me retrouverait. Je le savais. Un jour, j'étais dehors. Mon fils était dans le jardin. Une voiture s'est arrêtée devant la maison. Russell m'a pointé du doigt et il a dit « C'est moi ». Il m'avait retrouvée. Je suis là. Je me suis précipitée vers le portail et je l'ai fermé à clé pour l'empêcher de rentrer. Puis, il est parti. Après ça, je n'ai plus jamais été tranquille.
Un jour, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmologiste. En sortant du cabinet, je suis montée dans ma voiture. J'ai allumé la radio et j'ai entendu le journal. Il disait que Russell Tillis avait été arrêté pour meurtre, enlèvement et démembrement d'un corps. J'ai voulu voir ça à la télévision pour m'assurer que c'était bien lui. En arrivant chez moi, j'ai allumé la télé. Les restes de Johnny Lynn Gunter, 30 ans, ont été découverts derrière cette maison de Jacksonville. L'homme accusé de cet effroyable meurtre s'appelle Russell Tillis. C'est répugnant. Qu'est-ce qu'elle lui avait fait? Elle n'avait rien fait de mal. Elle ne méritait pas ce que Russell lui a fait. Je suis désolée que mon ex-mari vous ait fait ça. J'ai entendu aux informations qu'il avait parlé avec un autre détenu et qu'il lui avait dit qu'il avait tué cette femme et qu'il en avait séquestré 5 autres. Tillis a expliqué en détail ce qu'il avait fait subir à plusieurs femmes. Il a affirmé, je cite, « Ça ne me faisait rien de les savoir enfermées ». Je trouvais des filles et je les enfermais dans une pièce. Tillis a reconnu avoir violé plusieurs femmes à de nombreuses reprises, ainsi qu'avoir autorisé des amis à les violer à leur tour. Je regardais les infos en continu pour m'assurer qu'il était bien en prison et qu'il ne s'était pas enfui. Je regardais les infos 24 heures sur 24, sur 3 chaînes différentes. Et j'en apprenais de plus en plus sur ce qui s'était passé. C'était de la folie. Son procès a duré des années. Pour moi, ça a été des années de perdu. J'ai perdu la tête. Je ne voyais plus ma famille, mon mari, mes enfants. La police a surnommé sa maison la maison des horreurs. C'était effrayant. Il y a d'autres Johnny dans la nature. Toutes ces filles et moi, on n'était que des jouets sexuels pour Russell. C'est répugnant. Et c'était mon mari. Russell Tillis a été condamné à finir ses jours en prison, sans espoir de libération. Le tribunal souhaite que vous ne soyez plus jamais autorisé à vivre parmi des gens civilisés. Lorsque Russell a été reconnu coupable, je me suis sentie soulagée. Je ne peux pas le regarder. Pourquoi il m'a fait ça? Je ne comprends pas. Je n'avais rien fait de mal. Pourquoi, Russell? Pourquoi? Tu m'as fait tellement de mal. On dirait un vieil homme qui ne ferait de mal à personne. Mais pour moi, c'est un monstre. J'espère que Russell Tillis ne sera jamais libéré. Qu'il meure en prison. Pour tous les péchés qu'il a commis sur toutes ces personnes, sur toutes ces femmes.
Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas tuée. Il faut croire que j'ai eu de la chance. J'ignore combien il y a de victimes et ce qu'il leur a fait. Depuis que Russell est derrière les barreaux, je me sens un peu plus en sécurité. Mais il y a une idée qui me suit partout. Un jour, il sortira. Il a toujours fini par sortir. Je préférerais le savoir mort. C'est sûr. J'arriverai enfin à dormir. J'espérais fonder une famille avec lui. Une famille normale. Mais c'était impossible. J'ai eu de nombreuses occasions de partir. Mais j'avais de la peine pour lui. Il a profité de mes sentiments. Combien de femmes sont dans la même situation que moi et vivent ce que j'ai vécu? On se dit que c'est de notre faute. Je m'en veux d'être restée avec lui. Et je m'en voudrais toute ma vie. Je veux dire aux gens qu'il est possible de s'en sortir. Moi, je m'en suis sortie. J'ai prié pour être forte avant de venir ici. Nous prions le Seigneur que cette histoire puisse toucher d'autres personnes. Donnez-leur la force de quitter la prison dans laquelle elles se sentent enfermées. Nous voulons les sauver et les libérer. Nous prions pour que cela me soulage et que cela me donne de la force et que ma vie s'en trouve apaisée. Voilà ce que Jeff m'apporte. Il a complètement transformé mon esprit. Jeff et Dieu m'apportent de la force. Surtout Dieu. Quand on lui remet ses faiblesses, il révèle nos forces. Je suis victorieuse. Je ne suis plus victime. C'est le message que je veux porter. Vous pouvez être victorieuse. La nuit était tombée sur Paris comme un voile lourd, étouffant les bruits et les lumières, et pourtant dans le 19e arrondissement, quelque chose n'avait jamais cessé de crier en silence. Une absence figée dans le temps depuis 1998, une affaire que les journaux avaient fini par classer. Que la police avait enterrée sous des montagnes de dossiers, mais que la ville, elle, n'avait jamais oublié, car certaines disparitions ne disparaissent jamais vraiment, elles restent suspendues dans l'air comme une tension invisible, prête à ressurgir au moindre souffle. Tout avait commencé avec une porte entr'ouverte, un appartement trop calme, un téléphone qui sonnait dans le vide, et une jeune femme de 26 ans, Camille Duhamel, qui n'avait jamais quitté ce soir-là son quartier, mais qui n'avait jamais été revue non plus. Pas de lutte évidente, pas de témoin fiable, pas de message d'adieu, juste une absence brutale, propre, presque méthodique, comme si quelqu'un avait effacé sa présence en quelques minutes seulement. Les premières heures avaient été décisives, et pourtant perdues. Les voisins avaient entendu des bruits qu'ils avaient hésité à interpréter, une porte qui claque, des pas rapides dans l'escalier, une voiture qui démarre trop vite dans la rue étroite, mais dans une grande ville comme Paris, les bruits ne sont jamais des preuves. Ils sont des fragments noyés dans le quotidien. La police avait interrogé, noté, classé, puis douté. L'hypothèse d'une fugue avait été évoquée trop vite, celle d'un rendez-vous volontaire, puis celle d'une mauvaise rencontre, mais rien ne collait parfaitement, rien ne tenait suffisamment longtemps pour devenir une vérité. Camille n'était pas une ombre. Elle travaillait dans une petite librairie près du canal, elle avait des habitudes simples, des trajets réguliers, des appels quotidiens à sa sœur, et surtout aucune raison apparente de disparaître volontairement. Pourtant, à mesure que les jours passaient, le dossier avait commencé à perdre de sa chaleur, remplacé par d'autres urgences, d'autres crimes plus récents, et lentement, inexorablement, il était devenu ce que les enquêteurs appellent un cold case, une affaire froide, figée, presque condamnée à ne jamais évoluer. Mais dans les archives,
quelque chose avait survécu. Une enveloppe scellée contenant des relevés, des témoignages partiels, une trace ADN minuscule sur une poignée de porte, insuffisante à l'époque pour un profil complet, mais conservée malgré tout, comme une promesse silencieuse que l'histoire n'était pas terminée. Pendant des années, cette enveloppe était restée dans l'obscurité administrative, jusqu'à ce qu'un changement technologique, discret mais révolutionnaire, vienne rouvrir des portes que personne ne pensait pouvoir forcer à nouveau. En 2024, lors d'un inventaire de routine des affaires non résolues, un jeune analyste de laboratoire avait remarqué cette trace oubliée, presque invisible dans les systèmes anciens, et avait décidé de la réanalyser avec des outils modernes. Le résultat avait été immédiat, brut, inattendu. Une correspondance partielle avec une base de données criminelles mise à jour récemment, un profil latent, incomplet mais suffisamment précis pour déclencher une alerte. Ce n'était pas une solution, mais une fissure dans le mur du silence. Et à partir de ce moment, quelque chose s'était remis en mouvement. Le dossier Camille Duhamel n'était plus un dossier mort. Il respirait à nouveau, lentement, dangereusement. Les anciens enquêteurs avaient été rappelés, certains déjà à la retraite, d'autres changés par le temps, mais tous avec la même réaction instinctive en revoyant le nom. Ce mélange de frustration et de mémoire inachevée, comme une enquête qui refuse de se laisser oublier. La première réunion de relance avait été glaciale. Les notes anciennes avaient été étalées sur la table, les photos jaunies, les relevés incomplets, les hypothèses abandonnées. Rien n'avait changé, sauf une chose. Cette trace ADN désormais reliée à un individu vivant, identifié, localisé quelque part en France, mais sans lien apparent avec la victime à première vue. Un nom avait été prononcé dans la salle, et le silence avait immédiatement changé de densité. Parce que ce nom n'était pas inconnu. Pas du tout. Il avait déjà été mentionné dans d'autres enquêtes mineures, des affaires classées sans suite, des témoignages contradictoires, des présences périphériques jamais totalement expliquées. Un homme qui apparaissait sans jamais vraiment être là, comme une silhouette dans le bord flou de plusieurs dossiers. Et soudain, l'affaire Camille Duhamel cessait d'être isolée. Elle devenait un nœud dans quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus inquiétant. Mais avant de tirer des conclusions, il fallait revenir au début, à cette nuit de 1998, à ce moment précis où Camille avait cessé d'exister dans le regard du monde. Les enquêteurs avaient rouvert les lieux, ou plutôt ce qu'il en restait, car l'appartement avait changé de main, les murs avaient été repeints, les meubles remplacés, mais certains détails résistent au temps, comme des échos invisibles dans la structure même des bâtiments. Et dans cette reconstitution froide, méthodique, quelque chose avait sauté aux yeux du nouvel inspecteur en charge du dossier. Un détail minuscule, presque ridicule isolément, mais impossible à ignorer une fois remarqué. Une marque sur le cadre de la porte, trop régulière pour être accidentelle, trop discrète pour être anodine, comme si quelqu'un avait pris soin de refermer la scène sans la refermer complètement. À partir de là, la question n'était plus ce qui était arrivé à Camille Duhamel. La question devenait, qui avait pris le temps de faire disparaître chaque trace avec autant de précision et pourquoi cette affaire, des années plus tard, refusait encore de mourir. Et dans les couloirs du commissariat, alors que les dossiers s'accumulaient de nouveau sur la table, une certitude s'installait lentement, lourde comme une menace silencieuse. Quelqu'un, quelque part, n'avait jamais cessé de surveiller ce qui restait de 1998. Le nom prononcé dans la salle n'avait pas seulement gelé l'air, il avait modifié la façon dont chacun respirait, comme si l'affaire Camille Duhamel venait de changer de nature en une fraction de seconde, passant d'un dossier poussiéreux à une présence vivante, presque dangereuse. Et désormais les regards ne se posaient plus sur les photos anciennes, mais sur les écrans, sur les bases de données, sur cette trace ADN qui refusait de rester un simple vestige du passé. L'homme lié à cette correspondance partielle n'était pas un inconnu pour les services, mais il n'avait jamais été assez important pour devenir une cible, seulement assez présent pour ne jamais disparaître complètement des radars, un profil périphérique, toujours à la frontière des enquêtes, sans jamais franchir la ligne du soupçon formel. Il s'appelait Julien Morel, un nom banal dans une ville comme Paris, presque trop ordinaire pour porter un poids aussi étrange, et pourtant ce nom revenait dans des archives dispersées, des rapports anciens, des auditions où il apparaissait comme témoin indirect, collègue éloigné. Voisin occasionnel, jamais accusé, jamais innocenté non plus, simplement là, comme une constante floue dans des histoires différentes. L'inspecteur principal avait fait projeter sa photo sur l'écran, et pendant quelques secondes personne n'avait parlé, parce qu'il y avait dans ce visage quelque chose de dérangeant, non pas la violence, non pas la peur, mais une neutralité presque parfaite. Comme si rien ne pouvait vraiment s'accrocher à lui. Les premières vérifications avaient été lancées immédiatement, sans protocole lent, sans prudence excessive, comme si l'urgence avait enfin trouvé une cible après des années de dérive. Les anciennes adresses ont été rouvertes, les déplacements reconstitués, les emplois passés analysés ligne par ligne, et très vite une coïncidence avait émergé, d'abord faible,
presque insignifiante, mais suffisamment répétée pour attirer l'attention, Julien Morel avait travaillé, en 1998, dans une société de maintenance située à moins de 15 minutes à pied de la librairie où travaillait Camille Duhamel. Une proximité géographique. Rien de plus. Rien de moins. Mais dans une enquête froide, les proximités deviennent des points d'ancrage, et les points d'ancrage deviennent des hypothèses. Les enquêteurs avaient donc remonté le fil du temps, jour après jour, reconstituant les trajets possibles, les horaires de sortie, les habitudes de la victime, et plus ils avançaient, plus une étrange symétrie apparaissait. Comme si deux vies avaient évolué en parallèle sans jamais officiellement se croiser sauf peut-être une fois. Un témoignage ancien, oublié dans le premier dossier, mentionnait un homme qui aurait été vu devant la librairie plusieurs soirs consécutifs, sans entrer, sans acheter, simplement présent, observant la vitrine, puis disparaissant avant la fermeture. À l'époque, ce détail avait été jugé trop vague, trop subjectif pour être exploité. Mais maintenant, il revenait comme un éclat dans une surface lisse. Le nouveau travail d'analyse comportementale avait élargi le champ. Les profils psychologiques associés à des affaires similaires avaient été comparés, les patterns de disparition examinés, et une structure inquiétante commençait à émerger. Aucune violence visible, aucune scène de lutte évidente, mais une constante dans les cols de cases réouverts récemment. Une forme de disparition contrôlée, presque propre, comme si quelqu'un maîtrisait parfaitement le moment où une présence devait s'éteindre. Et dans ce schéma, le nom de Julien Morel apparaissait encore. Pas comme auteur confirmé, mais comme point commun latent. La tension dans l'équipe avait changé. Ce n'était plus une enquête administrative. C'était une course contre une mémoire qui refusait de rester enterrée. Les anciens enquêteurs commençaient à se souvenir de détails qu'ils avaient eux-mêmes oubliés. Des appels anonymes, des pistes abandonnées trop vite, des témoignages jugés incohérents à l'époque mais qui, maintenant, semblaient étrangement structurés. Un agent à la retraite avait même évoqué une sensation qu'il n'avait jamais inscrite dans ses rapports. Une impression persistante lors des interrogatoires de 1998, comme si quelqu'un guidait déjà la scène sans jamais y apparaître directement. À l'époque, ce genre de remarque n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, elle devenait un fragment possible d'un puzzle trop longtemps ignoré. Puis est arrivé le second choc. Une réouverture des archives téléphoniques avait révélé une série d'appels courts, passés dans les semaines précédant la disparition de Camille, tous provenant de cabines publiques situées dans un rayon extrêmement précis autour de la librairie et du domicile de la victime. Rien de suffisant pour une accusation, mais assez pour dessiner une présence régulière, insistante, méthodique. Et l'un de ces appels avait été passé exactement 8 minutes avant la dernière sortie confirmée de Camille Duhamel. Ce détail avait changé la température de la pièce. Car soudain, la disparition n'était plus un événement isolé, mais un point d'intersection. Les enquêteurs avaient alors tenté de reconstituer la dernière journée connue de Camille avec une précision presque obsessionnelle. Elle était allée travailler normalement, avait fermé la librairie à l'heure habituelle, avait parlé brièvement avec une cliente régulière, puis avait quitté les lieux seule, comme toujours. Mais cette fois-là, elle n'était jamais rentrée chez elle. Entre la librairie et son appartement, il y avait un trajet simple, connu, répétitif. Et pourtant, quelque part dans ce trajet, la ligne s'était interrompue. Les caméras de l'époque, rares et imparfaites, avaient été réexaminées. Une image floue, presque perdue dans le bruit analogique, montrait une silhouette au coin d'une rue, immobile, puis disparaissant hors cadre. Impossible d'identifier clairement la personne, mais la posture avait attiré l'attention des analystes modernes. Pas celle d'un passant, pas celle d'un passant pressé, mais celle de quelqu'un qui attend. Et maintenant, cette silhouette semblait étrangement compatible avec le profil de Julien Morel. La théorie n'était pas encore une preuve. Elle était une convergence. Mais dans les enquêtes non résolues, les convergences sont souvent le début du vertige. Et tandis que les nouveaux rapports s'empilaient sur le bureau, une autre question commençait à s'imposer, plus froide encore que les faits eux-mêmes. Si Julien Morel était réellement lié à cette disparition. Alors pourquoi avait-il échappé à toutes les investigations pendant plus de 20 ans et surtout, combien d'autres histoires portaient encore sa trace sans le savoir? Dans les couloirs du commissariat, les lumières semblaient plus blanches, les voix plus basses, et l'affaire Camille Duhamel, loin de se refermer, venait tout juste de s'ouvrir sur quelque chose de bien plus vaste que personne n'avait prévu. Et à partir de ce moment précis, l'enquête a cessé d'être une simple relecture d'archives pour devenir une surveillance active, presque une traque silencieuse, car plus les enquêteurs rapprochaient les éléments, plus Julien Morel cessait d'être une silhouette floue pour devenir une présence statistiquement insistante, un point fixe dans une carte mouvante de disparitions anciennes, et cette idée, une fois installée, ne quittait plus personne dans la salle. Les équipes de terrain ont été mobilisées sans annonce publique,
sans communication officielle, comme si l'institution elle-même hésitait encore à reconnaître ce qu'elle venait de réveiller après plus de 20 ans de sommeil. Le premier objectif avait été simple en apparence, localiser l'homme. Mais la simplicité n'était qu'une illusion administrative. Julien Morel n'avait ni schéma de vie stable, ni adresse clairement fixe, seulement des traces intermittentes dans des systèmes différents, comme s'il n'existait que lorsqu'il était observé. Un bail ancien dans le sud de la ville, un contrat de travail terminé depuis des années, un numéro de téléphone inactif, puis plus rien, ou plutôt des fragments dispersés qui refusaient de former une trajectoire continue. Les enquêteurs ont alors changé de méthode. Ils ne cherchaient plus un individu, mais un comportement. Et ce comportement, peu à peu, a commencé à apparaître dans les marges, paiement en espèces toujours dans les mêmes zones, déplacements nocturnes dans des quartiers périphériques, passages brefs dans des gares secondaires, comme si quelqu'un construisait volontairement une existence sans centre. Sans point d'ancrage, uniquement des bords. Et c'est dans cette logique que le premier élément réellement troublant est apparu. Un ancien registre de maintenance urbaine, oublié dans un dépôt administratif, a révélé que Julien Morel avait travaillé ponctuellement comme technicien contractuel dans plusieurs bâtiments publics entre 1997 et 2002, sans affectation fixe, toujours en remplacement, toujours temporaire. Ce qui lui donnait un accès discret à des lieux variés sans jamais attirer l'attention. Et parmi ces bâtiments figurait une liste qui a immédiatement glacé les enquêteurs. Plusieurs immeubles situés dans les secteurs de disparition non résolus, dont celui où Camille Duhamel vivait. La coincidenza de Benait Structurelle. Mais ce n'était toujours pas une preuve. Alors les analyses ont continué, plus profondes, plus techniques, jusqu'à ce que la trace ADN retrouvée sur la poignée de porte soit réexaminée une seconde fois, cette fois avec des protocoles récents. Et le résultat a confirmé ce que personne ne voulait encore formuler à voix haute. La correspondance n'était plus partielle, elle était quasi complète. Suffisante pour établir une présence directe sur la scène de l'événement. Le silence dans la salle a changé de nature. Ce n'était plus de la surprise. C'était de la gravité. À partir de là, la reconstitution du parcours de Camille dans ces dernières heures a été relancée avec une précision chirurgicale. Chaque minute, chaque déplacement, chaque interaction a été réévaluée. Et dans ce recalcul du passé, un nouveau détail est apparu, invisible auparavant car considéré comme banal. Un changement léger dans sa routine ce jour-là, un détour non habituel après son travail, une pause dans un café où elle ne s'arrêtait jamais. Et surtout, un appel reçu juste avant ce détour. Un appel de quelques secondes seulement, sans contenu enregistré, mais passé depuis une cabine proche de la librairie. Les enquêteurs ont alors superposé les données temporelles. L'appel, le départ de Camille, le trajet interrompu. Tout s'emboîtait trop parfaitement pour être ignoré, comme une mécanique froide mise en place à l'avance. Mais ce qui a véritablement basculé l'enquête, c'est ce qui est arrivé ensuite. En analysant les dossiers classés entre 1998 et 2005, un analyste a remarqué une répétition troublante. 3 autres affaires de disparition non résolues présentaient des caractéristiques similaires, non pas dans les victimes, mais dans les conditions d'absence de traces. Dans chaque cas, aucune lutte évidente, aucune effraction majeure, et surtout, une absence totale de témoins fiables malgré des zones urbaines actives. Et dans 2 de ces affaires, le nom de Julien Morel apparaissait indirectement, jamais comme suspect, mais comme intervenant technique ou présence périphérique. Une anomalie statistique impossible à ignorer. La direction de l'enquête a alors pris une décision inhabituelle, créer un profil transversal, reliant toutes les affaires potentiellement connectées. Et ce profil ne décrivait plus une simple disparition isolée, mais un schéma répétitif, une méthode invisible, presque industrielle dans sa régularité. Et au centre de ce schéma, un point revenait sans cesse. Paris, 1998. Camille Duhamel. Pendant ce temps, une équipe de surveillance a été déployée sur une adresse enfin stabilisée, un appartement ancien dans une zone résidentielle discrète, enregistré sous un nom tiers mais financièrement relié à plusieurs comptes secondaires associés à Julien Morel. L'opération a été menée sans interception immédiate, uniquement observation, car à ce stade, les enquêteurs savaient qu'un mouvement prématuré pouvait effacer des années de travail en quelques secondes. Les heures ont passé sans incident. Puis quelque chose a changé. Une lumière dans l'appartement s'est allumée tard dans la nuit, suivie d'un mouvement bref derrière un rideau. Rien de spectaculaire, rien d'évident, mais suffisant pour déclencher une montée de tension immédiate dans le dispositif de surveillance. Les caméras ont zoomé, les angles ont été ajustés, les communications réduites à des phrases courtes, sèches. Et pendant quelques secondes, une silhouette est apparue. Pas clairement identifiable.
mais suffisamment réel pour rendre toute hypothèse théorique inutile. L'homme existait. Et il était là. Dans ce moment suspendu, personne n'a parlé de coïncidence. Parce que la coïncidence n'explique pas 20 ans d'ombre parfaitement alignés avec des disparitions précises. L'ordre a été donné de continuer l'observation. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Comme si, pour la première fois depuis 1998, le passé venait de se retourner pour regarder ceux qui tentaient de le comprendre. Et dans le silence de la salle de contrôle, une pensée s'est imposée sans être formulée. L'affaire Camille Duhamel n'était peut-être jamais restée froide, elle avait simplement attendu que quelqu'un soit assez proche pour la voir respirer à nouveau. La nuit de surveillance n'avait plus rien d'une routine policière, elle ressemblait désormais à une attente nerveuse, presque animale, comme si chaque opérateur derrière les écrans retenait sa respiration en même temps que la ville retenait la sienne, et dans cet appartement sous observation. La lumière qui venait de s'allumer avait suffi à transformer des heures d'immobilité en une tension explosive, prête à basculer au moindre mouvement. Les équipes étaient prêtes, mais rien ne bougeait vraiment, seulement des ombres, des variations infimes derrière les rideaux, des signes trop faibles pour être interprétés avec certitude. Puis, sans prévenir, la lumière s'est éteinte. Et ce simple détail a déclenché une réaction en chaîne dans le centre de commandement, car dans les affaires de ce type, une coupure de lumière n'est jamais anodine, elle est soit un hasard, soit une décision. Les caméras ont ajusté leur exposition, les angles ont été recalibrés, les agents sur le terrain ont reçu des instructions chuchotées, presque compressées par la tension. Mais pendant quelques minutes, rien n'est sorti de l'appartement. Aucun bruit, aucun mouvement visible, seulement cette impression étrange que quelque chose venait de se retirer volontairement de la scène. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Pas brusquement, pas comme une fuite paniquée, mais avec une lenteur contrôlée, presque méthodique, comme si celui qui sortait connaissait exactement le niveau de surveillance autour de lui. La silhouette est apparue à nouveau, cette fois plus nette, plus stable, et même si les images restaient imparfaites, un détail a immédiatement frappé les analystes, l'absence totale de précipitation. Julien Morel ne fuyait pas. Il quittait simplement un lieu. Le véhicule a été identifié quelques secondes plus tard, et la filature discrète s'est mise en place sans sirène, sans bruit, uniquement dans le flux silencieux des rues parisiennes de nuit. Les voitures de surveillance ont gardé leur distance, les équipes ont communiqué par code court, et la ville est redevenue un labyrinthe de reflets et de feux rouges, où chaque intersection pouvait soit révéler quelque chose, soit tout perdre. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le véhicule n'a pas pris la direction d'une fuite classique. Il a traversé la ville. Comment. Comme s'il suivait un itinéraire déjà connu. Et ce trajet, en le superposant aux données anciennes, a déclenché un choc discret dans le système d'analyse. Il recoupait plusieurs points associés à d'anciennes affaires non résolues. Pas directement, pas de manière évidente, mais suffisamment pour créer une géométrie inquiétante à l'échelle de la ville. Un réseau invisible. Une carte de déplacement qui n'avait jamais été vue comme un ensemble. Et au centre, encore une fois, 1998. Camille Duhamel. Le véhicule a fini par s'arrêter dans un quartier industriel en périphérie, un endroit où la ville perd ses contours précis, où les bâtiments semblent avoir été oubliés par le temps lui-même. Les lumières y sont rares, les sons étouffés, et même la présence humaine semble intermittente. C'était exactement le type d'environnement qui rend une surveillance délicate, mais aussi révélatrice. Les agents ont maintenu la distance. Julien Morel est sorti. Il n'a pas regardé autour de lui. Il a marché. Et ce simple fait a créé un malaise profond chez les observateurs, car quelqu'un qui sait être surveillé ne marche jamais de cette façon sans raison. Il a traversé une zone de stockage abandonnée, contourné des structures métalliques rouillées, jusqu'à atteindre une petite entrée latérale d'un ancien bâtiment administratif désaffecté. Aucune lumière, aucune signalisation, seulement une porte partiellement déformée par le temps. Et là, il s'est arrêté. Comme s'il attendait quelque chose. Pendant ces secondes suspendues, un des agents a remarqué un détail étrange dans son comportement. Il ne semblait pas hésiter. Il semblait écouter. Pas l'environnement immédiat, mais quelque chose de plus ancien, comme une mémoire du lieu. Puis il a frappé 3 fois. Pas 4. Pas 2. 3 coups secs, espacés, précis. Et ce motif a suffi à glacer le centre de commande. Parce qu'il n'était pas enregistré dans les protocoles récents, mais il apparaissait dans un ancien rapport de 1998, mentionné vaguement par un témoin de la librairie de Camille, un détail jugé insignifiant à l'époque, un homme vu frappant toujours la même porte, toujours avec le même rythme. Avant de disparaître dans la rue. À ce moment précis, la filature a changé de nature.
Ce n'était plus une observation. C'était une confirmation. Mais avant que l'ordre d'intervention puisse être exécuté, quelque chose d'imprévu s'est produit. Une deuxième silhouette est apparue à l'arrière du bâtiment, hors champ des caméras principales, comme si le lieu lui-même contenait une seconde présence qui n'avait jamais été détectée. Les capteurs thermiques ont capté un mouvement bref, puis un arrêt, puis une disparition dans l'angle mort. 2 présences. Pas une. Et cette simple donnée a immédiatement fissuré l'hypothèse d'un suspect isolé. À l'intérieur du centre de commandement, la confusion s'est installée en silence. Parce que si Julien Maurel n'agissait pas seul, alors l'ensemble de la construction logique de l'enquête devait être repensé. Les cols de cases associés ne seraient plus des anomalies convergentes, mais potentiellement les fragments d'un système organisé. Les équipes ont hésité. Puis l'ordre est tombé. Intervention immédiate. Les unités ont avancé vers le bâtiment dans un silence lourd, interrompu seulement par les communications radio-compressées. La porte latérale a été encadrée, les points d'entrée sécurisés, et en quelques secondes, le bâtiment a été isolé du reste du monde. Mais lorsqu'ils sont entrés, l'intérieur était vide. Pas totalement abandonné. Pas totalement occupé. Juste vide de présence humaine récente, comme si quelqu'un avait quitté les lieux quelques instants avant leur arrivée, laissant derrière lui des traces trop faibles pour être immédiatement interprétées. Sur une table métallique, un dossier. Ancien. Physique. Pas numérique. À l'intérieur, des pages imprimées, des photographies, des extraits de journaux, tous reliés à des affaires non résolues sur plus de 20 ans. Et au centre, une seule page marquée d'un nom. Camille Duhamel. Mais ce n'était pas une simple archive. C'était une sélection. Comme si quelqu'un avait classé les victimes. Les agents n'ont pas eu besoin de verbaliser ce qu'ils ressentaient. Le simple fait de voir ce dossier suffisait à transformer l'enquête en quelque chose de plus profond, de plus dérangeant, car cela impliquait une mémoire organisée, conservée, structurée. Et surtout, volontaire. Dans le silence du bâtiment, un détail a attiré l'attention d'un inspecteur. Une annotation manuscrite en marge du dossier, récente, différente du reste, comme ajoutée bien après coup. Une seule phrase. Elle n'a jamais quitté le trajet. Et à cet instant précis, l'affaire Camille Duhamel a cessé d'être une disparition. Elle est devenue une trajectoire. Et quelqu'un venait clairement de montrer qu'il en connaissait chaque point. La découverte de la pièce cachée n'a pas seulement bouleversé l'enquête, elle a renversé sa direction, comme si le sol sous les pieds des enquêteurs venait de se dérober pour révéler une seconde ville en dessous de la première, une ville de données, de trajectoires. De noms classés avec une précision froide, et surtout une logique qui n'appartenait plus à un simple individu isolé, mais à une construction méthodique, patiente, presque obsessionnelle. Le symbole retrouvé sur les dossiers, cette ligne traversant un point, a immédiatement été isolé, reproduit, comparé aux bases criminelles nationales, mais aucune correspondance officielle n'a été trouvée, ce qui n'a fait qu'amplifier l'inquiétude. Car un symbole sans origine dans une enquête de cette ampleur devient immédiatement une signature. Les analystes ont passé les heures suivantes à décortiquer les fichiers extraits du système hors réseau. Ce n'était pas un simple stockage d'informations, mais une structuration narrative des disparitions, comme si chaque dossier était une page d'un récit incomplet, avec des annotations marginales qui ne décrivaient pas seulement des faits, mais des intentions supposées, des hypothèses de déplacement. Des schémas de comportement reconstruits après coup avec une précision dérangeante. Et dans cette reconstruction, Camille Duhamel n'était pas seulement une victime, elle était un point d'ancrage central, une référence utilisée pour aligner d'autres cas. Plusieurs noms inconnus apparaissaient liés à elle par des traits communs. Proximité géographique, période temporelle proche, et surtout des similitudes dans les conditions de disparition. Mais ce qui a véritablement alarmé l'équipe, c'est que certains de ces dossiers comportaient des annotations postérieures aux événements eux-mêmes, comme si quelqu'un avait continué à les observer longtemps après leur classement officiel. Et au milieu de ces documents, un élément a figé la salle. Une chronologie. Une ligne continue reliant des années entières, de 1998 jusqu'à aujourd'hui, avec des points marqués à intervalles irréguliers. Chaque point correspondait à une disparition, mais la distance entre eux n'était pas aléatoire. Elle suivait une logique temporelle, comme si les événements n'étaient pas isolés, mais planifiés dans une continuité lente, presque respirante. Le silence dans le centre de commandement est devenu plus lourd à mesure que cette idée s'installait. Et si ces affaires n'étaient pas des crimes séparés, mais les segments d'un seul et même processus? Pendant ce temps, les équipes de terrain ont poursuivi l'exploration du bâtiment industriel. La pièce cachée n'était que la première couche. Derrière elle, une seconde zone a été identifiée,
encore plus étroite, presque oubliée dans la structure originale. Là, les murs portaient des marques anciennes, non liées à la construction récente, comme si le lieu avait été utilisé bien avant sa désaffectation officielle. Des fragments de papier ont été retrouvés dans une fente du sol. Déchirés, partiellement brûlés, mais encore lisibles par endroits. Ils contenaient des notes manuscrites, différentes du style numérique des dossiers récents. Plus chaotiques, plus instinctives. Et parmi elles revenait un motif verbal étrange, répété plusieurs fois. Trajet interrompu, retour au point, absence de sortie. Ces phrases, prises isolément, semblaient abstraites. Mais mises ensemble, elles formaient une idée troublante. Une obsession du déplacement, du parcours, et surtout de sa continuité. C'est à ce moment-là que l'hypothèse la plus dérangeante a été formulée par un analyste senior, presque à voix basse, comme s'il craignait que la phrase elle-même ne prenne forme dans la réalité, et si les victimes n'étaient pas choisies au hasard. Mais selon leur position dans un système de trajectoire, Julien Morel, désormais activement recherché, n'était plus seulement un suspect potentiel. Il était devenu un point de convergence. Mais sa disparition du site industriel restait inexpliquée, et surtout trop propre pour être accidentelle. Aucun signe de lutte, aucune trace de fuite précipitée, seulement une absence organisée, comme s'il avait quitté la scène en suivant une procédure connue de lui seul. Les équipes ont alors élargi la recherche au réseau de transport, aux caméras secondaires, aux flux de mobilité urbaine. Et dans cette masse de données, un nouveau détail est apparu. Un passage enregistré dans une station de métro périphérique, à peine visible, capté par une caméra ancienne, montrant une silhouette correspondant partiellement à Julien Morel. Mais ce qui a frappé les analystes n'était pas seulement la présence. C'était la direction. La silhouette ne descendait pas dans le métro. Elle remontait. Comme si elle sortait d'un réseau souterrain. Cette image, fragmentaire et incertaine, a immédiatement déclenché une réévaluation complète des hypothèses. Les anciens plans des infrastructures souterraines ont été ressortis, y compris des tunnels techniques désaffectés, des conduits de maintenance oubliés, des passages réservés aux services urbains. Et en superposant ces cartes aux données des disparitions, une correspondance troublante est apparue. Plusieurs points coïncidaient avec des accès oubliés. Des zones où la ville possède des couches invisibles. Des lieux où quelqu'un pouvait circuler sans jamais apparaître en surface. Dans le centre de commandement, la tension est devenue presque physique. Les agents ne parlaient plus à voix haute, ils chuchotaient, comme si le simple fait d'élever le ton pouvait perturber l'équilibre fragile des informations en cours d'analyse. Parce que désormais, une idée s'imposait sans être formulée officiellement. L'enquête ne suivait pas seulement un homme. Elle suivait un système. Et ce système semblait conçu pour rester invisible tant qu'il n'était pas observé dans son ensemble. Puis un message est arrivé. Court. Urgent. Provenant d'une équipe secondaire. Une nouvelle découverte dans les archives numériques extraites du bâtiment. Un fichier vidéo. Non date clairement. Mais contenant une image fixe, presque statique, montrant un couloir sombre, éclairé par une lumière intermittente, avec au fond une porte marquée d'un symbole identique à celui retrouvé sur les dossiers. Et sur cette image, une annotation superposée, récente, comme ajoutée après coup. Le point final n'est pas une fin, c'est un retour. Dans le silence qui a suivi, personne n'a osé proposer une interprétation immédiate. Parce que si cette phrase était vraie, alors l'affaire Camille Duhamel n'avait jamais été une disparition. Elle était un élément répété. Et quelqu'un venait peut-être de confirmer que le cycle n'avait jamais été interrompu. Le fichier vidéo n'avait duré que quelques secondes, mais il avait suffi à transformer l'atmosphère du centre de commandement en quelque chose de plus dense, presque irrespirable. Comme si l'image d'un couloir éclairé par intermittence s'était imprimée dans les esprits au point de remplacer temporairement la réalité présente, et désormais chaque écran, chaque lumière, chaque reflet semblait suspect. Comme si la ville elle-même pouvait dissimuler une porte identique quelque part sous sa surface. L'annotation, le point final n'est pas une fin, c'est un retour, n'était plus considérée comme une simple provocation. Elle était traitée comme une hypothèse opérationnelle. Et cette bascule a forcé les enquêteurs à revoir non seulement les faits, mais la structure même de leur compréhension du dossier. Parce que si un retour était possible, alors cela impliquait une boucle, un système qui se réactive, un cycle qui ne s'arrête jamais vraiment mais change seulement d'état. Les équipes ont immédiatement tenté de retracer l'origine du fichier. Le serveur source était hors réseau, fragmenté, relié à une infrastructure ancienne que même les services municipaux avaient du mal à documenter. Mais un élément a attiré l'attention des analystes.
Les métadonnées du fichier comportaient des fragments de localisation partielle, des signatures électriques compatibles avec des zones souterraines urbaines, des secteurs techniques sous-utilisés depuis les années 90. Et ces zones, lorsqu'elles ont été cartographiées, ont dessiné quelque chose de troublant. Une structure parallèle à la ville. Pas officielle. Pas totalement oubliée. Mais jamais entièrement explorée. Pendant ce temps, les recherches sur Julien Morel ont pris une nouvelle direction. Les caméras du métro périphérique ont été réanalysées image par image, et une séquence plus longue a été reconstruite à partir de flux fragmentés. La silhouette aperçue remontant les escaliers ne correspondait pas seulement à un mouvement isolé. Elle semblait suivre un itinéraire précis, reliant plusieurs points de sortie vers des zones techniques rarement fréquentées. Et surtout, elle ne se déplaçait pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui connaît. Dans une salle secondaire, les analystes ont superposé les trajets possibles avec les anciennes cartes de maintenance souterraines, et une convergence inattendue est apparue. Plusieurs affaires non résolues, dont celle de Camille Duhamel, se situaient à proximité relative d'accès techniques oubliés. Des zones qui n'apparaissaient plus dans les systèmes modernes de navigation urbaine. Cette découverte a changé le langage même de l'enquête. On ne parlait plus seulement de scènes de crime, mais de points d'accès, de passage, de connexions invisibles entre surface et infrastructure. Et une nouvelle hypothèse a émergé, plus dérangeante encore que toutes les précédentes. Et si les disparitions n'avaient pas toutes eu lieu en surface? Et si une partie du processus s'était déroulée ailleurs? Sous la ville. L'idée a d'abord été accueillie avec prudence, presque rejetée par réflexe. Mais les données continuaient de s'accumuler dans la même direction. Et chaque nouvelle superposition renforçait cette impression d'un réseau souterrain structuré, capable de relier des lieux éloignés sans passer par les routes visibles. Puis une équipe de terrain a signalé une anomalie dans un ancien accès technique près du site industriel déjà exploré. Une porte secondaire, scellée depuis des années, présentait des signes récents d'ouverture. Pas une effraction brutale, mais un déverrouillage contrôlé, comme si quelqu'un disposait encore des codes ou des clés nécessaires pour y entrer sans forcer. Les unités ont été envoyées immédiatement. À l'intérieur, l'air était stagnant, chargé de poussière et d'humidité ancienne. Les lampes frontales ont révélé des couloirs étroits, des câbles abandonnés, des panneaux de maintenance obsolètes. Mais surtout, des marques récentes sur les murs, discrètes mais répétées. Le même symbole, la ligne traversant le point, tracée à intervalles réguliers comme un repère ou un guide. Plus les équipes avançaient, plus la structure semblait organisée. Ce n'était pas un labyrinthe aléatoire. C'était un chemin. Et ce chemin menait vers une zone centrale, plus vaste, où les sons changeaient légèrement, où l'écho devenait plus profond, comme si l'espace lui-même avait été conçu différemment du reste du réseau souterrain. Dans cette zone, ils ont trouvé des traces d'occupation récentes. Pas des preuves directes de présence humaine immédiate, mais des indices, empreintes partielles, objets déplacés, marques sur le sol indiquant des passages répétés. Et au centre de cette salle, un ensemble de documents plastifiés fixés sur une structure métallique improvisée. Des cartes. Des lignes. Des connexions. Et au milieu, une photographie ancienne de Camille Duhamel. Pas un portrait officiel. Une image de surveillance. Pris de loin. Dans la rue. Vivante. Les enquêteurs ont compris à cet instant que cette affaire n'était pas seulement archivée. Elle avait été observée. Suevi. Et probablement rejouée mentalement pendant des années. Un agent a remarqué un détail supplémentaire sur la carte centrale. Plusieurs points étaient reliés par des traits qui formaient une boucle presque complète, mais une section restait inachevée, comme un circuit interrompu volontairement. Et juste à côté de cette interruption, une annotation récente. Il manque encore un passage. Au même moment, dans le centre de commandement, une nouvelle alerte est apparue sur les systèmes de surveillance. Un mouvement détecté dans une zone non couverte par les équipes principales, à proximité d'un ancien accès de métro désaffecté. La localisation était trop précise pour être ignorée. Et cette fois, les équipes ont compris que ce qu'elles poursuivaient n'était plus seulement un suspect en fuite. C'était quelque chose qui se déplaçait à travers une carte invisible de la ville, en utilisant des chemins que personne n'avait pensé à relier ensemble. Et dans ce réseau, Camille Duhamel n'était plus un point isolé. Elle était une jonction. Une jonction encore incomplète. Le dossier placé au centre de la salle n'avait rien d'un simple document d'archive. Il ressemblait davantage à une clôture artificielle, une tentative de figer quelque chose qui, malgré les années, continuait de bouger sous la surface. Chaque page était une condensation froide de faits, de dates, de trajets,
mais aussi d'annotations qui ne correspondaient à aucun style administratif connu, comme si plusieurs mains avaient participé à une seule logique, ou comme si une seule pensée avait été fragmentée dans le temps. Et pourtant, ce qui a réellement perturbé les enquêteurs n'était pas le contenu, mais l'ordre. Tout était rangé comme une fin. Mais une fin construite. Dans les systèmes criminels classiques, une affaire se referme. Ici, elle semblait avoir été alignée. Comme une trajectoire volontaire. Le silence dans la salle souterraine s'est épaissi au moment où les agents ont compris que ce dossier ne décrivait pas seulement Camille Duhamel. Il la positionnait. Il la plaçait dans une structure plus vaste, comme un point fixe dans un ensemble mouvant. Et autour d'elle, d'autres noms apparaissaient, certains déjà connus des archives, d'autres totalement anonymes, tous reliés par des fragments de déplacement, des zones urbaines, des horaires incomplets. Et toujours ce même motif. Le trajet. Un agent a tourné une page lentement, et ce qu'il a découvert a immédiatement changé la perception de l'enquête. Une carte complète de Paris, mais pas la carte officielle. Une version altérée, reconstruite à partir de données techniques, de maintenance, de tunnels, de passages oubliés. Et sur cette carte, des lignes rouges reliaient des points qui semblaient insignifiants isolément, mais qui, ensemble, formaient une structure nette, presque géométrique. Une structure inachevée. Et au centre exact de cette incomplétude, une zone entourée plusieurs fois. Le lieu où il se trouvait. Dans la salle. Le système ne décrivait pas seulement des événements passés. Il les contenait. Et il les prolongeait. Dans le centre de commandement en surface, les analystes recevaient en parallèle les données de terrain et les flux de localisation du point mobile identifié comme Julien Morel. Mais ce point n'était plus réellement en mouvement. Il oscillait. Il vibrait autour d'une zone précise, comme s'il hésitait entre plusieurs directions possibles dans un espace saturé d'options. Puis, soudain, il s'est arrêté. Exactement au-dessus de leur position. Cette confirmation a déclenché une réaction immédiate. Les équipes de terrain ont reçu l'ordre de verrouiller toutes les issues, d'établir un périmètre interne et de procéder à une progression lente vers le centre de la salle finale. Les lampes ont été ajustées, les armes abaissées mais prêtes, et chaque pas dans ce silence semblait amplifier une tension ancienne, comme si le lieu lui-même attendait cette arrivée depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Un bruit. Très faible. Pas un mouvement humain évident. Plutôt une vibration, comme un mécanisme ancien qui se réactive. Puis une des parois latérales de la salle a révélé une légère différence de texture. Une section de mur, jusque-là invisible, a commencé à se décaler lentement, révélant un passage étroit derrière elle. Aucun déclencheur visible, aucun contrôle manuel apparent. Juste une ouverture lente, presque organique, comme si le lieu reconnaissait une présence. Les agents ont échangé un regard. Et ont avancé. Derrière la paroi, un couloir encore plus ancien que tout le reste. Les matériaux étaient différents, plus bruts, plus anciens, comme si cette section avait été construite avant même le réseau moderne. Et sur les murs, le symbole réapparaissait, mais cette fois avec une variation subtile. La ligne traversant le point était entourée d'une seconde marque, une sorte de boucle incomplète. Le système évoluait. Ou se corrigiait. Plus il progressait, plus les communications avec la surface devenaient instables. Les signaux étaient perturbés, comme absorbés par quelque chose dans l'infrastructure même. Et dans ce silence technologique, les agents ont commencé à percevoir autre chose. Une régularité dans l'espace lui-même, comme si les distances étaient calibrées selon un schéma précis. Puis ils ont entendu des pas. Devant eux. Mais aucun mouvement n'était visible. Les lampes ont balayé le couloir. Rien. Et pourtant, les pas continuaient. Combs. Measures. Comme si quelqu'un marchait juste à la limite de leur perception. Un agent a murmuré qu'il n'était pas seul. Mais la phrase n'a pas eu besoin d'être confirmée. Parce qu'au bout du couloir, une silhouette est apparue. Non pas en entrant, mais en devenant visible. Julian Morel. Immobilize. Face à eux. Sans armes. Sans fuite. Sans surprise apparente. Juste une présence parfaitement alignée avec l'espace autour de lui, comme s'il n'avait jamais été en décalage avec ce lieu. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Même les radios semblaient hésiter à transmettre quoi que ce soit. Puis, doucement, il a levé la main. Non pas en signe de reddition, mais comme pour indiquer quelque chose derrière eux. Les agents se sont retournés. Et là, sur le mur du couloir, une nouvelle inscription venait d'apparaître.
Fresh. Impossible à dater précisément. Comme écrite dans l'intervalle de leur propre présence. Vous êtes arrivé au point manquant. Et à cet instant précis, la compréhension a basculé. Ce n'était pas une traque. Ce n'était pas une fuite. C'était une fermeture. Et eux-mêmes faisaient partie de la structure qu'ils tentaient de comprendre. La phrase inscrite sur le mur n'a pas été lue immédiatement comme un message, mais comme une rupture dans la perception même du lieu, car « vous êtes arrivé au point manquant » ne ressemblait ni à une menace classique ni à une revendication criminelle. C'était une formulation froide. Presque technique, comme si quelqu'un décrivait un état du système plutôt qu'un événement humain, et dans ce couloir souterrain, cette distinction devenait soudain essentielle. Les agents n'ont pas bougé pendant une seconde entière, pas par peur, mais par désorientation, comme si l'espace venait de perdre sa logique habituelle. Julien Morel restait face à eux, immobile, mais son regard ne portait ni agressivité ni fuite. Il semblait attendre une réaction précise, comme si la scène devait suivre un déroulement déjà connu. Puis, lentement, il a abaissé la main, et ce simple mouvement a déclenché quelque chose d'invisible dans l'environnement. Les lampes ont légèrement fluctué. Le couloir a semblé respirer, imperceptiblement, comme si la structure entière réagissait à une condition remplie. Dans le centre de commandement, les flux de données ont commencé à se fragmenter. Les positions GPS se décalent légèrement, les cartes ne s'alignent plus parfaitement avec les relevés souterrains, et les systèmes d'analyse ont affiché des incohérences impossibles à corriger. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, la technologie ne confirmait plus la réalité, elle la contredisait. Puis une nouvelle donnée est apparue sur les écrans. Une activation. Non identifié. Provenant de plusieurs points simultanés dans le réseau souterrain. Comme si quelque chose, ou plusieurs choses, venait de se synchroniser. Sur le terrain, les agents ont reçu l'ordre de maintenir la position. Mais avant même que la consigne ne soit stabilisée, un bruit sourd a traversé le couloir. Pas un effondrement. Pas une explosion. Plutôt un verrouillage profond, mécanique, réparti dans les murs, comme si le système entier venait de changer d'état. Et à ce moment précis, Julien Morel a parlé pour la première fois. Sa voix était calme. Trop calme. Comme s'il n'avait jamais été interrompu dans sa pensée. Ce n'est pas une enquête, a-t-il dit, sans hausser le ton. C'est une continuité. Les agents ont demandé des explications, mais ces mots semblaient déjà appartenir à une logique différente, une logique qui ne répondait pas aux protocoles habituels. Il a légèrement tourné la tête vers le couloir derrière lui, puis vers eux, comme s'il reliait mentalement deux espaces invisibles. Camille n'a pas disparu, a-t-il ajouté après un silence. Elle a été déplacée. Cette phrase a provoqué une réaction immédiate dans les équipes. Mais avant qu'une question puisse être posée, les lumières du couloir se sont stabilisées d'un seul coup, révélant des marquages supplémentaires sur les murs, apparus comme si l'infrastructure elle-même venait d'être mise à jour. Des lignes, des points, des intersections. Le même symbole, mais organisé cette fois en séquence. Dans le centre de commandement, les analystes ont superposé ces nouveaux marquages aux anciennes cartes. Et ce qu'ils ont vu a dépassé toute hypothèse précédente. Les symboles n'étaient pas seulement des marques, ils formaient un protocole spatial. Une séquence de positions qui, une fois complétée, dessinait une structure cohérente reliant toutes les zones de disparition connues. Camille Duhamel était au centre. Mais pas comme une victime. Comme un nœud actif. Sur le terrain, Julien Morel a fait un pas en arrière. Non pas pour fuir, mais pour se repositionner exactement dans l'axe du symbole le plus proche. Et ce simple ajustement a coïncidé avec une nouvelle activation dans le réseau souterrain. Des sons lointains ont commencé à circuler dans les murs. Des vibrations synchronisées, réparties à distance régulière, comme un mécanisme qui s'éveille après une longue suspension. Les agents ont compris qu'ils n'étaient plus dans une phase d'interrogation, mais dans une phase de déclenchement. Et quelque chose, dans l'architecture même de la ville, venait de répondre. Un des écrans du centre de commandement a alors affiché une image satellite partielle du réseau urbain. Et sur cette image, plusieurs points jusque-là inactifs venaient de s'allumer progressivement, un par un, formant une progression géométrique qui convergeait vers leur position actuelle. Comme si le système entier se refermait. Non pas autour d'un suspect, mais autour d'un événement. Dans le couloir, Julien Morel a enfin détourné le regard des agents pour fixer le mur central. Le symbole principal venait de s'éclairer légèrement, une luminosité faible mais stable, comme une signature énergétique. Puis il a prononcé une dernière phrase, presque inaudible. Le point final n'existe pas sans retour. Et à cet instant,
les communications ont été coupées. Toutes. En une fraction de seconde. Plus aucun lien avec la surface. Plus aucune donnée externe. Seulement le couloir, les symboles, et cette impression que la structure autour d'eux venait de se verrouiller dans un état définitif. Les agents ont levé leurs lampes. Mais la silhouette de Julien Morel n'était déjà plus exactement au même endroit. Ou peut-être que c'était eux qui avaient légèrement changé de position sans s'en rendre compte. Et dans ce décalage infime, l'affaire Camille Duhamel a cessé d'être un dossier. Elle est devenue un environnement. Un système dans lequel il venait, sans le savoir, d'entrer complètement. Le silence qui a suivi la coupure totale des communications n'était pas un simple silence technique. C'était une absence de monde extérieur, comme si la ville avait été effacée d'un coup de la perception des agents, ne laissant que le couloir, les murs marqués. Et cette impression de structure vivante autour d'eux, désormais totalement autonome. Plus aucun signal, plus aucun retour, seulement la lumière tremblante des lampes frontales qui dessinaient des formes instables sur des surfaces qui semblaient avoir changé de texture depuis leur arrivée. Dans ce vide technologique, la présence de Julien Morel devenait paradoxalement plus stable que tout le reste. Il ne bougeait presque plus, mais il n'avait plus besoin de bouger pour exister dans l'espace. Il semblait intégré au lieu, comme si la distinction entre individu et infrastructure venait de disparaître. Les agents, eux, restaient en position, mais leur posture avait changé sans qu'ils s'en rendent compte, moins offensive, plus hésitante, comme si le couloir imposait progressivement ses propres règles de comportement. Puis un phénomène étrange s'est produit. Les symboles sur les murs ont commencé à réagir. Pas par lumière. Pas par mouvement visible. Mais par une forme de cohérence progressive, comme si les lignes et les points s'ajustaient légèrement, presque imperceptiblement, pour s'aligner différemment selon la position des personnes présentes. Les agents ont d'abord cru à une illusion visuelle, un effet de fatigue, mais en comparant leurs observations, ils ont constaté que chacun percevait une version légèrement différente du même espace. Et dans toutes ces versions, une constante persistait. Camille Duhamel. Toujours au centre. Toujours active dans la structure. Dans le centre de commandement, malgré les pertes de signal, certains systèmes autonomes continuaient de fonctionner en local, et les derniers fragments de données remontés avant la coupure ont permis une reconstitution partielle de la situation. Les analystes ont alors découvert quelque chose de profondément dérangeant. Les fluctuations du réseau souterrain ne correspondaient pas à une activité humaine classique, mais à une séquence cyclique, comme si le système passait par des étapes prédéfinies. Activation. Stabilization. Interruption. Retour. Et chaque cycle semblait correspondre à une période historique des disparitions étudiées, comme si le système avait déjà été actif par le passé, puis désactivé, puis réactivé. Sur le terrain, Julien Morel a finalement avancé de quelques pas, lentement, jusqu'à se placer exactement sous l'un des symboles principaux. Les agents ont instinctivement levé leurs armes, mais aucun ordre n'a été donné de tirer. Quelque chose dans la scène rendait toute action brutale incohérente, comme si le lieu lui-même neutralisait les comportements impulsifs. Il a levé les yeux vers la structure au-dessus. Et pour la première fois, il a semblé regarder non pas les agents, mais quelque chose derrière eux. « Vous êtes dans la boucle maintenant », a-t-il dit calmement. Cette phrase n'a pas été immédiatement comprise. Mais au même instant, les lampes des agents ont légèrement vacillé, et pendant une fraction de seconde, l'un d'eux a cru voir un couloir différent superposé au premier, comme une version ancienne du même espace, avec des marques plus anciennes, des symboles effacés. Et des silhouettes indistinctes se déplaçant en arrière-plan. Puis tout est revenu à la normale. Ou du moins, à ce qu'il pensait être la normale. Dans le centre de commandement, une alerte résiduelle a été détectée sur un système isolé, encore actif malgré la coupure générale. Un ancien flux d'archives s'est automatiquement déclenché, affichant des données datant de 1998, comme si le système lui-même avait été réveillé par la situation actuelle. Et sur ces archives, un détail a glacé les analystes. Les mêmes symboles. Les mêmes trajets. La même structure. Mais avec une différence majeure. À l'époque, le système avait été signalé comme incomplet. Non pas résolu. Non pas fermé. Simplement interrompu. Dans le couloir, un bruit faible a traversé les murs. Une vibration longue, continue, comme une respiration profonde du réseau souterrain. Et avec ce son, les marques sur les murs ont semblé se synchroniser une nouvelle fois. Julien Morel a légèrement incliné la tête. « Ce n'est pas la première fois que vous arrivez ici », a-t-il ajouté. Les agents ont échangé un regard.
Et pour la première fois depuis le début de l'intervention, une peur différente a émergé. Pas celle de l'inconnu, mais celle de la répétition. Car si cette situation avait déjà eu lieu, alors leur présence n'était peut-être pas une intervention, mais une étape déjà prévue. Et dans cette idée, l'affaire Camille Duhamel cessait définitivement d'être un événement du passé. Elle devenait une séquence qui continuait de se rejouer encore et encore, jusqu'à atteindre quelque chose qui n'avait jamais été atteint auparavant. Quelque chose que le système appelait, sans explication supplémentaire, le point final. Le mot « point final » n'a provoqué aucun soulagement, seulement une densité supplémentaire dans l'air, comme si le couloir venait de se contracter autour de cette idée, la rendant tangible, presque physique. Et pendant une seconde, les agents ont eu l'impression que même leurs pensées étaient absorbées par la structure environnante. Julien Morel restait immobile sous le symbole principal, mais son immobilité n'avait plus rien d'humain au sens habituel, elle ressemblait à un état d'équilibre, comme si tout mouvement autour de lui devait d'abord être validé par quelque chose d'invisible. Dans le silence total du réseau souterrain, une nouvelle vibration a commencé à émerger, plus profonde que les précédentes, non pas un bruit mais une stabilisation, comme si plusieurs couches de la ville s'alignaient enfin les unes avec les autres. Les murs, les symboles, les marquages anciens et récents semblaient entrer dans une cohérence globale, une sorte de synchronisation lente qui transformait le lieu en système complet. Et dans ce système, chaque position, chaque présence, chaque respiration semblait occuper une place définie. Dans le centre de commandement, les derniers fragments de données encore actifs ont révélé une anomalie critique. Les cartes historiques superposées aux flux actuels ne montraient plus de rupture entre 1998 et aujourd'hui. Il n'y avait plus d'interruption. Seulement une continuité artificiellement stabilisée par les années, comme si le système avait été en pause, mais jamais arrêté. Et cette continuité semblait désormais se réactiver en temps réel, avec les agents eux-mêmes intégrés dans sa structure. Sur le terrain, l'un des agents a fait un pas en arrière, puis s'est arrêté immédiatement, comme s'il venait de comprendre que le mouvement lui-même était déjà anticipé par l'environnement. Julien Morel a tourné légèrement la tête dans sa direction, sans expression particulière, puis a parlé une dernière fois, avec une clarté presque neutre. Camille n'était pas une disparition, a-t-il dit. Elle était un point de recalage. À cet instant, les symboles sur les murs ont changé d'intensité. Pas tous. Seulement ceux alignés avec la position actuelle des agents. Comme si le système reconnaissait leur présence individuelle et ajustait sa structure en conséquence. Et dans ce réglage progressif, une nouvelle image a émergé dans leur perception collective, une superposition mentale du lieu tel qu'il était en 1998. Le même couloir, mais incomplet. Des sections manquantes. Des symboles partiellement effacés. Et surtout, une version précédente de Julien Morel, ou de quelque chose qui lui ressemblait, apparaissant dans des positions différentes, comme s'il avait déjà traversé cette scène auparavant. La distinction entre passé et présent a commencé à se brouiller. Dans le centre de commandement, les analystes ont compris que les cycles détectés n'étaient pas seulement temporels, mais structurels. Le système ne se contentait pas de se répéter. Il se corrigeait. Chaque retour semblait être une tentative de compléter une configuration jamais finalisée, comme si quelque chose dans 1998 avait empêché la fermeture correcte de l'ensemble. Et cette fois, tous les paramètres indiquaient une conclusion imminente. Sur le terrain, une ouverture finale s'est formée au fond du couloir, non pas une porte mécanique, mais une séparation naturelle dans la structure même du lieu, comme si la matière s'écartait pour révéler un espace central. Et dans cet espace, les agents ont vu une salle plus vaste, parfaitement symétrique, recouverte de symboles alignés en cercle complet. Un cercle presque parfait. Mais avec une seule interruption. Un point manquant. Julien Morel s'est avancé vers ce centre sans être retenu par quoi que ce soit. Les agents ont suivi, non par décision consciente, mais parce que rester immobile devenait plus difficile que d'avancer. Et dans cette salle, la perception du temps semblait se contracter, chaque seconde contenant plusieurs impressions simultanées, comme si plusieurs versions de la même scène coexistaient. Au centre exact du cercle, un espace vide. Et dans cet espace vide, une absence qui semblait avoir une forme. Julien Morel s'est arrêté devant. Et pour la première fois, son expression a légèrement changé, non pas vers l'émotion, mais vers la reconnaissance. « C'est ici », a-t-il murmuré. Les lumières ont vacillé une dernière fois. Et dans ce vacillement, les agents ont compris quelque chose de fondamental. Le système n'avait jamais cherché à cacher un crime. Il cherchait à compléter une interruption. Et eux-mêmes, en arrivant jusqu'ici, n'avaient pas arrêté l'enquête.
Ils avaient atteint son point d'exécution. Puis tout s'est stabilisé. Silence. Structure. Alignment. Et dans ce moment final, l'affaire Camille Duhamel n'a pas été résolue. Elle a été refermée par complétion.